journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, voici les principaux titres d'actualité de ce journal. Mise en garde pour usurpation de pouvoir manifeste de certains membres du cabinet présidentiel par son directeur Gila Nyembo. À la Cité de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a reçu ce vendredi le nouveau coordonnateur du programme DDRCS. À l'Assemblée nationale, il a été décidé de promulguer le bureau définitif de la Commission électorale nationale indépendante avec ou sans les confessions religieuses qui ne s'accordent pas. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal avec cette actualité en bref. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Gila Nyembo, remet la pendule à l'heure à la suite de plusieurs usurpations de pouvoir qu'ont manifesté certains membres du cabinet présidentiel à travers une note circulaire adressée aux concernés. De ce fait, le directeur du cabinet de Félix Tshisekedi met en garde tout contrevenant à l'actuelle mesure. Toujours à la présidence de la République, après sa rencontre avec le chef du gouvernement, le coordonnateur national du programme DDRCS, Emmanuel Tomi Tambwe, a été reçu aujourd'hui par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Nous sommes honorés d'être reçus aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, qui est en même temps le président du comité de pilotage du programme. Nous sommes honorés. Première des choses, nous l'avons remercié pour la confiance qu'il a placée en nos modestes personnes, parce que nous savions qu'il y avait beaucoup de candidats, mais il a jeté son dévolu sur nous. Et pour cela, nous avons voulu lui exprimer notre gratitude. Deuxièmement, nous avons éclairé la question importante sur le déploiement rapide pour que nous ayons des résultats visible sur le terrain par rapport aux attentes immenses de la population. Nous allons nous déployer dans toutes les provinces, en commençant spécialement avec les deux provinces sous état de siège, voir quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'il y a exactement, qu'est-ce qu'il faut faire. Nous allons associer les communautés, nous allons parler aussi avec les partenaires et ensemble, nous allons faire un bon programme qui sera soumis au comité de pilotage. Restons à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État avait reçu hier, jeudi 12 août, l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier, représentant de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Les échanges ont tourné sur les principaux dossiers des coopérations entre les deux continents. Nous avons abordé principalement deux sujets, celui de la coopération de l'Union européenne avec la République démocratique du Congo. Et donc j'ai fait état des priorités du nouveau programme de coopération que nous allons mettre en place pour la période 2021-2024, qui porte sur la gouvernance, l'appui au secteur de la gouvernance, l'appui au développement humain et l'appui au développement durable à l'environnement, à la gestion de la forêt. Et puis nous avons parlé d'un certain nombre de dossiers qui intéressent à la fois l'Union européenne et l'Union africaine, et j'ai parlé au président en tant que président de l'Union africaine sur différents sujets régionaux qui sont pour nous des sujets de préoccupation. Et donc nous avons parlé du sommet à venir de la SADC et de différents sujets de coopération régionale. Le dialogue a été très direct, franc, cordial. On a vraiment échangé très positivement et on a convenu donc que nous allions poursuivre la discussion, notamment dans ce qu'on appelle le dialogue politique entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Et donc il y aura une réunion à la fin du mois de septembre entre l'ensemble des ambassadeurs de l'Union européenne et le gouvernement congolais pour faire le point sur les différents sujets. Sécurité dans ces journaux, le coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire, Emmanuel Tomi Tambwe, a été reçu jeudi 12 août par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour parler des contours du dit programme. Retour sur ce qu'a été cet entretien.
chef du gouvernement, mais en même temps le vice-président du comité de pilotage du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Dans nos échanges, il était question premièrement de lui présenter nos remerciements pour les choix qu'ils ont jetés sur nos modestes personnes pour diriger ce programme. En même temps, nous avions eu l'occasion d'échanger sur le contour du programme, parce que c'est un programme intégral qui concerne le relèvement des communautés, notamment les dialogues pour la résolution des conflits et la cohésion sociale, le désarmement des groupes armés, la réinsertion au niveau des communautés et non l'intégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une précision de taille. Nous avions échangé sur l'état des lieux, sur toute l'étendue de la République, mais spécialement dans les provinces sous état de siège, notamment l'Ituri et le Nord Kivu. Nous avons dit que nous sommes disposés, moralement, physiquement et spirituellement, pour mener à bon port ce programme, qui est le programme du gouvernement de la République. Et nous avons posé certains préalables pour que les choses avancent mieux, qu'ils soient différents de ce que nous avons connu avec les DDR1, DDR2, DDR3 et tout ce que nous avons eu comme problème dans la matérialisation de ce programme. Le chef de l'État a une vision claire, le chef du gouvernement est là pour la mise en œuvre de ce programme avec nous. Voilà brièvement ce dont nous avons discuté aujourd'hui. En politique, le processus de la mise en place du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, va avancer avec ou sans les composantes qui tardent encore d'envoyer le nom de leurs délégués. Une décision prise jeudi 12 août à la Chambre basse du Parlement. Ceux qui veulent participer aux élections, c'est un droit. Ceux qui ne veulent pas participer, c'est aussi un droit. Je voudrais vous rappeler qu'à une certaine époque, l'IDPS avait refusé, le pouvoir en place avait organisé les élections. Mais l'IDPS n'avait pas participé. Ils l'ont fait 2 fois. Aujourd'hui, nous allons décider de la mise en place de la commission paritaire. Tous les dossiers que nous avons reçus, nous allons les verser à la commission. La commission va statuer sur ces dossiers et la commission rapportera les conclusions de cette délibération à la plénière. Les honorables députés que vous êtes, qui voudraient faire partie de la commission paritaire, déposeront leur nom auprès du rapporteur après la plénière. De l'Assemblée nationale à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où les élus ne digèrent pas les dernières sorties médiatiques d'un groupe d'entre des députés nationaux élus de Kinshasa sur la gestion de la capitale congolaise. Ils ont loué les efforts qu'ils ont effectués en tant qu'organe de contrôle ensemble avec le gouvernement provincial. On écoute Junior Nemalimba, rapporteur de l'APK. Déclaration des députés provinciaux de la majorité parlementaire de la ville de Kinshasa. En réaction aux allégations de quelques députés nationaux élus de Kinshasa. Après avoir suivi avec indignation les allégations des députés nationaux de la ville de Kinshasa sur la gouvernance de notre ville, les députés provinciaux de la capitale congolaise ont réagi promptement. Ayant analysé froidement ces propos, les élus provinciaux de Kinshasa ont relevé ce qui suit. 1. Concernant la question de la salubrité. Dès notre entrée en fonction, la ville de Kinshasa était envahie par les montagnes d'immondices.
Aujourd'hui, toute personne sérieuse constate que ces montagnes de déchets ont disparu dans la ville de Kinshasa, qui est mieux éclairée à ce jour que certaines villes. Lorsqu'on parle des immondices qui jonchent la ville de Kinshasa, de l'aéroport au centre-ville, ces allégations ne reflètent pas la réalité. Car, à part le district de la Tchangou, qui a encore quelques problèmes, de la place des eucalyptus Njili au centre-ville, toute la population constatera avec nous ce tronçon est balayé chaque jour comme toutes les autres artères de notre ville. C'est ici l'occasion de rappeler que la ville de Kinshasa produit à ce jour 10 000 tonnes de déchets chaque jour, exigeant ainsi un montant de 15 millions d'euros par mois, d'après les études de l'Union européenne. Nous rappelons aux élus nationaux qu'avant de s'exprimer en public, ils doivent apprendre à convoquer les grandes forces de l'intelligence pour savoir que ce budget n'a jamais été accordé à la ville de Kinshasa par le gouvernement central, apparemment à cause de la pandémie de Covid-19. En sa qualité de président de la commission infrastructure chargée de l'évaluation et avancement des travaux des Jeux de la francophonie 9e édition, le ministre d'État en charge des travaux publics, Alexis Gisaro, a visité différents chantiers où se tiendront les 10 Jeux. Suivez. Comme annoncé lundi 9 août, après la séance de travail de la commission infrastructure chargée de l'évaluation et l'avancement des travaux des 9e Jeux de la francophonie, le président de cette commission, le ministre d'État, ministre des ITP et ses collègues des sports et de la culture ont visité les différents sites qui abriteront ces Jeux. Première étape, le stade Tata Raphaël de la Kétule. Conduit par le haut représentant du chef de l'État au comité d'organisation de ces Jeux, Alexis Gisaro, Steve Condé et Catherine Kavungu-Foura ont inspecté tous les sites. D'abord, les sites d'hébergement, chantier le plus important avec 12 bâtiments à construire, le gymnasme de tennis de balle, les terrains d'entraînement des athlètes, les gymnasmes omnisports pour la compétition judo et lutte libre. Ensuite, les sites où sera construite une arène de lutte africaine et le terrain d'entraînement. Première étape finie, les 3 warriors du gouvernement Sama se dirigent au stade des martyrs de la Pentecôte, un autre site retenu pour ces Jeux. Ici, Alexis Gisaro, président de la commission d'évaluation des travaux, et ses collègues ont parcouru le site de gymnasme jumelé basket avec une capacité de 5000 places, le centre d'information technique, le collecteur principal, l'entrée 19 du stade, le hall, les vestiaires, salle de fitness et l'intérieur du stade. Rien n'a été oublié. Le ministre d'État, Alexis Gisaro, salue l'avancement des travaux. Notre constat aujourd'hui, c'est que c'était de mesurer l'ampleur de la tâche. La tâche est immense. C'est une tâche qui nécessite que toutes les énergies au niveau de la République soient déployées. Les énergies tant au niveau des ministères sectoriels que nous représentons, mais également des autres ministères qui interviennent également pour que nous puissions mener à bonne fin cet ouvrage. Il s'agit là des ministères des Finances, budget, également nos autorités qui nous couvrent, la primature, ainsi que la couverture, bien sûr, le parrainage de la présidence de la République. Il nous reste quelques mois d'ici la tenue des Jeux, et donc nous exhortons tout le monde, que ce soit les entreprises contractantes qui ont commencé le travail sur terrain, mais également toutes les institutions de la République qui ont un rôle à jouer pour la bonne fin de ces travaux, à ce que tout le monde se mette à l'ouvrage et que sans désemparer, nous puissions poursuivre l'avancement des travaux. Cette descente s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation et de construction des infrastructures pour la tenue du 19 au 28 août 2022 des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Parlons tourisme, Olivier Moucheté et Vincent Imbogo, respectivement directeur général et directeur général adjoint intérimaire de l'Institut congolais de conservation de la nature ICCN, ont pris officiellement leurs fonctions. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise organisée dans les locaux de cette institution. Le cœur de travail de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est justement la protection des aires protégées.
Or, les agents qui sont impliqués tous les jours au quotidien dans ce difficile travail, ce sont nos éco-gardes qui appartiennent évidemment au corps PPM, dont j'ai le plaisir d'avoir avec moi les deux principaux dirigeants, ici le général Massi et le général Kitenge. Donc nous allons travailler étroitement avec eux. Et sans dévoiler des secrets d'État, je peux déjà vous dire que nous avons dans nos dossiers d'importants projets de renforcement de capacités. Nous devrons aussi travailler sur le renforcement des équipements de ces jeunes gens qui travaillent sur le terrain au jour le jour. Nous allons devoir faire aussi un difficile travail de rajeunissement des cadres parce qu'ils sont très anciens. Donc ça, c'est un des gros chantiers sur lesquels nous allons nous atteler immédiatement. Et au-delà de ça, même si aujourd'hui on a 4000 agents, pour assurer la bonne sécurité de nos parcs, nous serons sans doute amenés à augmenter l'effectif, parce que pour l'instant nous n'avons pas suffisamment de monde. Mais je vais ajouter à cela qu'une des bonnes manières d'assurer la protection de nos aires protégées, c'est justement aussi de travailler très fort sur la coopération avec les communautés locales. Et j'en profite pour dire un mot ici à propos de deux sujets qui me tiennent très à cœur. D'abord, c'est de mettre en place un dispositif de gestion participative. Alors, les textes pour ça existent, mais la réalisation sur le terrain est extrêmement faible. Et donc, nous devrons travailler dans ce sens-là, de manière à avoir une meilleure gestion participative de nos aires protégées pour mieux, justement, assurer leur sécurité. Et l'autre aspect des choses qui nous préoccupe beaucoup, c'est la question de la protection des droits de l'homme. Sans doute vous le savez, mais l'actualité récente a mis en exergue un certain nombre de problèmes que nous avons eus avec les situations des droits de l'homme, notamment sur nos parcs de l'Est de la République. Ces questions de violation des droits de l'homme. Rendons-nous à l'intérieur du pays. Nous sommes à la province de l'Ituri où 8 criminels au total munis de 3 armes AK-47 et plusieurs biens volés ont été présentés par le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin aujourd'hui au gouvernorat en présence du vice-gouverneur militaire de la province de l'Ituri. C'est une prouesse de plus à retenir à l'actif de l'état de siège en Ituri. 8 présumés criminels auteurs de plusieurs exactions sur la population civile à Bunia, appréhendés par les forces de défense et de sécurité avec 3 armes, ont été présentés aux autorités provinciales par la police nationale congolaise. Un certain nombre de délinquants très dangereux, composés de voleurs à main armée, assassins, kidnappeurs et spécialisés en vol, viol et tuerie. Ce même groupe avait exterminé toute une famille au quartier OO, où M. Albert, mécanicien de son état, sa femme et leur enfant. Un joli coup de filet salué par le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a par la même occasion demandé à la population de continuer à collaborer avec les services de sécurité et de défense afin de dénicher d'autres criminels qui sont parmi nous. Et j'encourage la population ici présente de collaborer étroitement avec la police pour mettre hors d'état de nuire pareils inciviques qui sèment la désolation dans la population déjà meurtrie par la pandémie de Covid, déjà meurtrie par l'insécurité grandissante que nous tendons à tout prix à rabaisser jusqu'au point zéro. Et j'exhorte la police encore de faire mieux et aller davantage. Signalons que, depuis la mise en œuvre de l'état de siège en Ituri, sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, la criminalité dans la ville de Bunia et ses environs diminue de plus en plus. Restons dans cette partie du pays. Nous sommes dans la ville de Bunia où les jeunes doivent se désolidariser des groupes armés à la base de l'insécurité dans cette province. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de cette contrée a adressé un message à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse. Après une série d'allocutions sur la paix, ces jeunes ont de façon unanime appelé leurs congénères à soutenir le gouverneur militaire de l'Ituri dans la recherche de la paix. Recommandation du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel que le dit le représentant du conseil urbain de la jeunesse à Bunia. Je vous demande, chers jeunes, de soutenir et d'accompagner
l'état de siège et ses alimentaires. Le pasteur James Biensi a exhorté les jeunes de l'Ituri à être des acteurs de paix et du développement. C'est le moment jeunesse, lèvons-nous, démarquons-nous, distinguons-nous dans l'entrepreneuriat, distinguons-nous dans la paix, distinguons-nous dans la cohabitation pacifique, distinguons-nous dans le développement, distinguons-nous en faisant la paix. C'est ainsi que nous allons les sauver. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise à Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelwa Seguin, représentant le gouverneur de province, a invité les jeunes à se désolidariser des groupes armés avant de lancer officiellement les activités relatives à la dite journée. La prédication et les autres discours que nous avons suivis nous interpellent à nous désolidariser de toute idée déstabilisatrice, non seulement de la province, mais de toute la République. Tant il est vrai que c'est cette jeunesse qui est manipulée. La manipulation par les politiciens, la manipulation par les seigneurs des guerres. Des activités sportives et scientifiques débuteront ce vendredi 13 août 2021 pour commémorer cette journée en Ituri avec le thème « Jeunesse, luttons pour la paix et le développement de l'Ituri » s'inscrivent dans la logique de l'état de siège. D'une province à une autre, nous sommes dans le Nord Kivu. Les FARDC sont prêtes à en finir avec tous les groupes armés actifs dans cette partie du pays. Tel est le sens de la patrouille des armes d'appui, chars et autres armes lourdes ont pris d'assaut le jeudi 12 août toutes les grandes artères de la ville de Goma et le territoire de Nirangongo. Suivez. Des armes d'appui, des chars et plusieurs autres armes lourdes ont pris d'assaut les grandes artères de la ville de Goma et Nyiragongo ce jeudi 12 août. Il s'agit non seulement d'une démonstration de force, mais aussi et surtout d'un message fort lancé à l'endroit des groupes armés locaux et étrangers qui équiment le Nord Kivu. C'est encore un autre message très fort que nous lançons à l'endroit de tous les groupes armés sans distinction aucune. Nous leur disons que l'état de siège ne laissera aucun groupe armé actif dans notre zone de responsabilité. Avec les moyens que vous venez de voir aujourd'hui, nous sommes à mesure, s'il le faut, aplanir toutes les montagnes sous lesquelles se cachent les FDLR, coiffer toute la forêt de Mayangos, toute la forêt du Grand Nord, pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec les ADEL et de tous les autres groupes armés. C'est dans le cadre de l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri que le président de la RDC et commandant suprême des forces armées de la RDC a mis à la disposition de son armée ses moyens matériels et humains en fait de redonner la paix à la population dans cette partie du territoire national. Mais écoutez, la population de Goma doit savoir qu'en décrétant l'état de siège, le commandant suprême a suffisamment équipé les forces armées de la République démocratique du Congo pour dire que cette population doit s'attendre à la paix et à la quiétude et que son armée a déjà mis toutes les batteries en marche. Notons que le général de brigade Chinkobo Gisle, commandant de la 34e région militaire et d'autres officiers de la garde républicaine ont été présents à cette activité. Rendons-nous au centre de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Kasaï. La pollution des eaux de la rivière Kasaï qui peut toucher Kinshasa dans les jours à venir après la province du Kivu attire l'attention et exige une action urgente pour y faire face. Des noms ont été cités, mais qu'a-t-il déjà été fait?
Saisi lundi 9 août à travers une correspondance par le député national Guy Mafuta Kabongo au sujet de la pollution des eaux des rivières dans le Kasaï central afin qu'une solution soit trouvée le plus rapidement face au risque inestimable de perte de vies humaines, le vice-premier ministre de l'Environnement F. Bazaïba Massoudi a dans un communiqué parvenu ce vendredi 13 août à la rédaction de PCTV promis de mener de recherches sérieuses et approfondies pour déterminer l'origine exacte de cette situation. Le communiqué assure aussi que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la santé et le bien-être de sa population et établir les responsabilités relatives à cette catastrophe. Rappelons par ailleurs qu'après l'apparition de ces phénomènes et l'entrée en scène tant du gouverneur de la province du Kasaï, Dieudonné PM Tutokot, qui a échangé à ce sujet avec son homologue de Lunda Sud en Angola, que du député national Guy Mafuta Kabongo, il a été mis en évidence que des substances toxiques ont été déversées dans la rivière Chikapa. C'est une usine de traitement des diamants à Lunda dont le nom est bien connu. Cette usine a connu une défaillance de fonctionnement qui a déversé des matières toxiques dans la rivière. Or, il se trouve que la rivière Chikapa tire ses origines dans la province de Lunda Nord en Angola où il y a un domaine diamantifère. C'est ainsi que les substances toxiques ont été déversées dans la rivière Kasaï, décolorant ses eaux jusqu'à Kwilu après les Beaux, menaçant Kinshasa si rien n'est vite fait pour indiquer sa progression. On a déploré, outre la décoloration des eaux de la rivière Kasaï, la mort de plusieurs poissons, voire des hippopotames. Jusqu'ici, outre l'interdiction à la population de boire des eaux décolorées, le gouverneur Dieudonné PM a ordonné le prélèvement des échantillons des eaux et de poissons morts qui ont été envoyés à Kinshasa pour analyse au laboratoire national. Selon le gouverneur, d'ici peu, la substance qui a tué les animaux aquatiques et la manière de dépolluer l'eau sera connue, après quoi on envisagera les conséquences à gérer par des voies diplomatiques entre l'Angola et la RDC. Revenons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour parler société. Pillage jeudi 12 août de magasins et dépôts tenus par des sujets indiens situés dans le quartier industriel 9e rue et commune de Limete à la suite d'une fausse rumeur malicieusement distillée dans l'opinion faisant état d'un deuxième Congolais qui serait tué en Inde, dénonce la police. Selon le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, ces pillages ont été provoqués par une fausse rumeur répandue par des personnes mal intentionnées faisant état d'un autre Congolais qui aurait été tué en Inde après Joël Malou. Ces scènes se sont produites le jeudi 12 août 2021 à la 9e rue Limete industrielle. Et c'est la population qui a même filmé les images. On peut regretter ce qui image est lignée. S'étant déployé sur terrain pour rétablir l'ordre public, la police a pu récupérer une quarantaine de ballots friperies volés. 4 véhicules ont été caillassés, dont un incendié. 3 personnes ont été interpellées. Ce même jour, une délégation de l'ambassade indienne conduite par son ambassadeur s'est rendue au commissariat provincial de la police pour non seulement remercier les autorités du pays pour la protection dont ces sujets ont bénéficié conformément à l'article 182 de la Constitution, mais aussi fournir quelques explications sur l'incident de Bangalore. It is an isolated case. C'est un incident isolé et que ça peut arriver dans de n'importe quelle nationalité et c'est triste ce qui est arrivé à notre compatriote. Any national is really a very sad and bad. Le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo a lancé un message interpellateur à l'endroit des Kinois. Lobby, batamosu badongole miso, baina malukuta, kolobakere batamosu bakufi. Alors que ma vidéo à réseau social, ma vidéo à l'Okuta Eza Indete. Ce qui s'est passé avec notre compatriote Malou, Joël, c'est vraiment déplorable. Nous tous, nous avons déploré cela. C'est arrivé, mais il y a les enquêtes qui se font et nous attendons la voie de la justice parce que son Excellence, M. le Président de la République lui-même a pris la chose en main en donnant des instructions fermes au ministre des Affaires étrangères ainsi que celui de notre vice-premier ministre de l'Intérieur, qui sont de suivre les dossiers sur le plan diplomatique ainsi que sur le plan judiciaire. Ne nous quittez pas, l'actualité continue avec la revue de presse. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour la revue de presse.
Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit « Le chef de l'État réitère son engagement à lutter contre le chômage des jeunes ». Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré sa promesse faite pour la jeunesse, liée notamment à l'éducation et à la lutte contre le chômage en créant des emplois au cours d'une audience qu'il a accordée à 100 jeunes venus de 26 provinces de la RDC à la Cité de l'Union africaine dans la salle du Conseil des ministres en marge de la journée internationale de la jeunesse. Il s'agit notamment de l'entrepreneuriat et inclusion financière, la nouvelle technologie de la communication, médias et innovation, agriculture, santé et développement durable, culture, art et patrimoine, paix et citoyenneté. Poursuivons avec ce titre de Forum des As, les auditeurs internes de l'EPST en formation. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba Kazadi, a lancé la session de formation des auditeurs internes de son ministère hier jeudi 12 août 2021. La session consiste à former les auditeurs en comptabilité pour le compte du ministère de l'EPST en vue de leur renforcement de capacité. Cette formation est organisée en collaboration avec le secrétariat général du Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Dans son mot aux séminaristes, le ministre a souligné la nécessité de cette démarche. Il a rappelé aux futurs auditeurs qu'une opportunité leur est offerte de faire partie d'une armée interne de sous-secteurs et ils doivent y manifester une attention soutenue pour une rupture totale avec les antivaleurs. Au cas contraire, les absents et négligents seront remplacés éventuellement. Pour clore cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Covid-19 en RDC, la FEC Butembo exige un dépistage obligatoire de ses membres. Le comité de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, à Butembo Lubero, dans le Nord Kivu, exige un dépistage obligatoire de la Covid-19 aux opérateurs économiques et leurs familles. La décision a été prise à l'issue d'une rencontre organisée mercredi 11 août à cet effet. D'après Polycarpe Ndi Vito, président de cette structure, cette décision est motivée par l'augmentation de cas de décès des opérateurs ou de leurs proches ces dernières semaines. Merci à vous qui avez accordé une attention soutenue à cette revue de presse. Au revoir, à la prochaine. Et voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, je vous rappelle ici le principal titre d'actualité de ce journal. Mise en garde pour usurpation de pouvoir manifeste de certains membres du cabinet présidentiel par son directeur Gila Niembo. À la Cité de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a reçu ce vendredi le nouveau coordonnateur du programme DDRCS. À l'Assemblée nationale, il a été décidé de promulguer le bureau définitif de la Commission électorale nationale indépendante avec ou sans les confessions religieuses qui ne s'accordent pas. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette édition d'actualité. Restez en bonne compagnie de BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.